Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Le Passeport muséal, ici Christine Guilbeault. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'île des Moulins, qui est située dans le Vieux-Terrebonne, plus précisément au 866 rue Saint-Pierre à Terrebonne. Alors nous allons aujourd'hui nous entretenir avec M. Benoît Gagné, qui est coordonnateur ici à l'île des Moulins. Donc, nous allons pour vous visiter plusieurs expositions et également voir un peu les événements qui sont à venir. Nous allons entre autres parler de l'Halloween qui arrive à grands pas. Donc voilà, venez avec nous, nous allons tout de suite aller visiter. Alors, je suis maintenant avec M. Benoît Gagné, qui est coordonnateur à l'éducation et au développement touristique, ici même à l'île des Moulins à Terrebonne. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on commence, que vous nous expliquiez un peu, c'est quoi l'historique, comment ça a commencé, ça, l'île du Moulin? En fait, oui, c'est important. Comment ça a commencé? En fait, on dit souvent aux gens, aujourd'hui, on est un site historique, un site qui est classé, mais pourquoi? Justement, oui, pourquoi il est classé? Il a dû se passer quelque chose pour que ça devienne un site classé. En fait, il faut remonter assez loin. Il faut remonter en 1673, année où vraiment Terrebonne a été fondée. En fait, c'était fondé par M. André Daulier-Deslandes, qui était secrétaire de la Compagnie des Indes occidentales. M. Deslandes, lui, il avait travaillé longtemps pour la Compagnie des Indes occidentales. Ça faisait longtemps qu'il voulait avoir une seigneurie. Il en rêvait, mais en Perse. Hein, pays des mille et une nuits, la chaleur, les plages, les mers, il était bien content. Finalement, le roi finit par lui dire, bien, bravo, M. Deslandes, vous avez une seigneurie. Hey, là, il était content. Mais c'est en Nouvelle-France. Donc, évidemment, il a peut-être été un petit peu déçu. En fait, M. Deslandes n'a jamais mis les pieds ici. OK. Pourquoi j'en parle, en fait, c'est pas parce que j'avais un vide à combler, c'est parce que M. Deslandes, c'est à lui qu'on doit le nom de Terrebonne. Parce que lui, il s'est dit, ma seigneurie, je la veux pas. Je veux qu'elle se vende vite. Il faut que je trouve un nom qui fonctionne. En se disant Terrebonne, les gens vont penser que la terre est bonne, chose en fait qui était vraie. Donc, il s'est dit, ça va être un bon nom. Enfin, finalement, même à ce temps-là, il y en avait du marketing. Fait que M. Deslandes, ça s'arrête pas mal là. C'est lui qui a fondé Terrebonne, qui a donné le nom de la seigneurie de Terrebonne ici, donc nom que porte encore aujourd'hui la ville. Mais après, il faut attendre plus vers les années 1720 où il y a un curé Louis Lepage. En fait, M. Lepage était curé juste de l'autre côté, à Saint-François-de-Sales, donc à Laval. Puis lui, rapidement, il a découvert le potentiel hydraulique de la rivière des Mille-Îles qui est ici. Puis là, il s'est dit, il y a quelque chose à faire avec cette rivière-là. Il y a un bon pouvoir hydraulique, il y a des îles, puis la terre ferme n'est pas tellement loin. Fait que rapidement, il s'est mis à construire des barrages. Il a donc harnaché la rivière et il a fait construire les premiers moulins. Donc, c'est vraiment sous l'ère de Louis Lepage que Terrebonne a commencé à grandir avec les moulins à farine, moulins à scie et le bois. En fait, on coupait le bois ici, on l'envoyait même en France. Donc, il y avait déjà du commerce international avec le bois, avec Terrebonne à ce moment-là. Donc, c'est vraiment lui, c'est un visionnaire. Il a vu grand et c'est beaucoup grâce à lui si aujourd'hui, on est rendu où est-ce qu'on en est. Alors, donc, nous venons de parler de M. Louis Lepage. Nous sommes maintenant devant Simon McTavish. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour... En fait, M. McTavish, c'est qu'ici, veut pas, on divise ça en 3 âges d'or, qu'on dit souvent le développement de la seigneurie de Terrebonne. Donc, oui, il y avait M. Lepage, qu'on a parlé en 1720. Mais là, avec le temps, évidemment, M. Lepage a cédé sa place. Arrive 1760, c'est la guerre de la conquête, hein, donc on change de régime. On n'est plus en Nouvelle-France, mais maintenant sous la couronne britannique. Donc, ce qui fait qu'en même temps, aussi aux États-Unis, il y a la guerre de sécession, puis il y a beaucoup de loyalistes à la couronne britannique qui décident de partir des États-Unis puis de monter vers le Canada d'aujourd'hui, dont des Écossais. Donc, M. Simon McTavish était un de ces Écossais-là. En fait, M. McTavish, qui il est? Il est le principal actionnaire de la Compagnie du Nord-Ouest. OK. Je ne sais pas si vous connaissez la Compagnie du Nord-Ouest, hein, la rivale de la Compagnie de la Baie du Tson, qu'on connaît peut-être plus par les magasins La Baie. Oui.
Donc ici, évidemment, on ne parle pas de la baie, hein, c'est nos compétiteurs, c'est nos rivaux. Donc, M. McTavish, lui, il vient ici, il achète la seigneurie de Terrebonne. Pourquoi? Pour en faire un complexe pré-industriel, c'est-à-dire qu'un endroit où il va pouvoir nourrir, si on veut, ou ravitailler sa troupe, ces gens qui travaillent pour lui, qui sont les voyageurs, les fameuses personnes qui partaient dans le Grand Nord faire la traite des fourrures. Donc, lui, à ce moment-là, en achetant l'île des Moulins, ce qu'il fait, c'est que, oui, à l'époque de M. Lepage, je vous parlais du bois qui était omniprésent ici. Évidemment, à force d'avoir coupé le bois, il y en a de moins en moins. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant avec les Écossais? C'est du blé. Hein? Une fois qu'on n'a plus de bois, on va faire de l'agriculture, donc il y a du blé. Alors, il fait construire un moulin à farine. Il fait ce qu'on appelle les biscuits de matelot, qui sont des biscuits qui étaient cuits 2 fois. Donc, c'est un pain cuit 2 fois. Il est donc biscuit, d'où l'origine du mot, et qui faisait qu'on pouvait l'avoir longtemps. Donc, il se conservait, c'est une denrée non périssable. Donc, les voyageurs partaient avec ça. Ils pouvaient pagayer des mois et des mois avec leur pain. Donc, ici, oui, le moulin à farine, mais on avait aussi, évidemment, on avait le moulin à farine, on avait la boulangerie pour faire nos biscuits. On avait un moulin à scie qui nous permettait de faire les tonneaux. On avait même une tonnellerie qui pouvait les monter. Donc, c'est pour ça qu'on commence à parler d'un complexe pré-industriel, parce qu'on n'est pas encore à l'ère industrielle. Mais c'est un gros apport que les Écossais ont amené ici à partir de 1802 avec l'arrivée de M. McTavish pour redonner un élan, encore une fois, à la seigneurie de Terrebonne. Puis, je voulais savoir, est-ce que ça, c'est les tonneaux originaux ou c'est des reproductions? Non, ça, c'est des reproductions qu'on a ici pour le bien de l'exposition. Donc, ici, à Terrebonne, il y a la montée maçon. Oui. Et c'est en leur honneur, dans le fond? Oui, effectivement. En fait, même plus qu'en leur honneur, la montée maçon a été faite, entre guillemets, commandée, je peux dire, par Mme Masson, qui était la dernière seigneuresse ici de la seigneurie de Terrebonne. En fait, son but était de relier la ville de Laval, la seigneurie de Laval plutôt à l'époque, avec sa seigneurie de Terrebonne et même monter plus vers le nord. Donc, c'est une voie en macadam aussi, donc l'ancêtre du bitume, de l'asphalte d'aujourd'hui. Donc, pourquoi Mme Masson avait ce pouvoir-là? C'est parce que la famille Masson était très puissante avec M. Masson. M. Masson était le premier millionnaire canadien-français. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire un peu dans notre histoire de la seigneurie de Terrebonne? C'est que vous vous souvenez, on parlait des Écossais. Hein? Oui. Mais encore une fois, les années se sont écoulées, puis petit à petit, la seigneurie a été délaissée. M. McTavish est décédé rapidement, puis bon, les affaires allaient de moins en moins bien. La production de blé a diminué beaucoup, pas juste ici, mais au Québec. Donc, les terres étaient surchargées, cultivées. Donc, elle ne produisait plus. Donc, il fallait trouver une autre façon. Donc, ici, ça se vidait beaucoup. Donc, finalement, on a mis la seigneurie de Terrebonne aux enchères. Et en 1832, c'est M. Masson qui est arrivé. Là, il faut se rappeler qu'en 1832, c'est encore beaucoup les Anglais, les Écossais qui ont le pouvoir, qui ont de l'argent. Lui, c'est un petit Canadien français qui arrive et qui dit « Bien, moi, j'aimerais bien ça, acheter la seigneurie de Terrebonne. » Je peux vous dire qu'il y a sûrement quelques personnes qui ont ri dans la salle jusqu'à temps qu'ils sortent 100 000 $ comptants. À l'époque, je vous rappelle, on était en 1832. Qui disent qu'il aimerait vraiment ça, acheter la seigneurie de Terrebonne. Donc, il l'a eu. Pourquoi il y avait autant d'argent? En fait, c'est que M. Masson est le premier millionnaire canadien-français. Lui, il a fait sa richesse, pas que la seigneurie, hein, c'est un investissement ici plus qu'autre chose. Il a fait sa richesse avec la potasse, qui est un savon qu'on utilisait pour blanchir les fibres de coton. Donc, lui, il envoyait ça en Angleterre, dans une grande filature, puis c'est un homme très puissant. Donc, il a fait beaucoup d'imports-exports. Il a siégé sur de gros comités. Donc, un homme d'importance. Et ici, qui a amené une nouvelle technologie aussi, qu'on appelle la roue à réaction. Parce que vous savez, ici, c'est important de le dire, hein, c'est des moulins à eau qu'on a. Okay. Donc, quand on parle d'un moulin à eau, on parle souvent de la roue sur le côté, hein, qui tourne au fil de l'eau. Le problème avec ça, l'hiver, c'est que ça gèle. Donc, on arrête de produire. M. Masson, lui, étant donné qu'il voyageait beaucoup, il a trouvé à New York une nouvelle technologie qu'on appelle la roue à réaction, qui est en fait l'ancêtre de la turbine, tout simplement. Et la roue, au lieu d'être sur le côté, on la place en dessous du moulin. Donc, on peut la mettre en dessous du niveau de glace. Alors, à ce moment-là, même si l'eau gèle l'hiver, on sait que l'eau ne gèle jamais jusqu'au fond. Donc, ça permet à la roue, de fonctionner même en hiver. Donc, lui, ses moulins produisaient 12 mois par année. Donc, comme ça, il pouvait continuer à faire de la farine, il pouvait continuer à produire tout ce qu'il voulait. Un moulin très important ici, sous l'époque des maçons. Vous vous souvenez, Lepage, on a parlé du bois. Hein, les McTavish, les Écossais, je veux dire, on a parlé plus du blé. Avec lui, c'était la laine, en fait, plus avec sa femme. Le moulin dans lequel on se trouve présentement est un moulin à carder. Donc, un ancien moulin à carder la laine qui date de 1850. Et c'est ici qu'on pouvait carder la laine, donc brosser la laine pour pouvoir, là, par la suite, la filer et en faire des super chandails. Ce qui est important aussi, moi j'aime bien raconter l'anecdote, c'est qu'à l'époque, on disait que près de 10 % de la laine cardée au Bas-Canada était produite ici. Ah ouais. Donc, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, vous aviez une chance sur 10 d'avoir un chandail made in Terrebonne, ce qui est quand même rien. Mais en fait, j'ai fait un survol très rapide de l'histoire. Évidemment,
Vous voyez que la seigneurie de Terrebonne était très prospère. Puis, suite à l'abolition du régime seigneurial, on est tombé sur le régime municipal, donc régime qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la ville a continué à se développer. Le village de Terrebonne, quand même, au 19e siècle, au 18e siècle, 19e siècle, était le plus gros village qu'on avait ici au Bas-Canada. Évidemment, à part les grandes agglomérations de Montréal et Québec, donc c'est pas rien. Terrebonne était le plus gros village. Et aujourd'hui, c'est encore une municipalité très importante. On parle de plus de 110 000 de population, une ville très active. Une ville que je vous invite à venir visiter. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les activités de l'île des Moulins, je vous invite à revenir là. Nous sommes toujours ouverts la fête nationale, jusqu'à la fête du travail. Donc, on vous y attend. Puis les gens peuvent avoir donc une historique, un résumé de l'histoire plus complet, dans le fond. Oui, exactement, un résumé plus complet. On a de l'animation, on a des visites guidées, on a des pièces de théâtre, des tours de bateau-ponton, et j'en passe. Nous sommes maintenant dans le soubassement du moulin pour parler de l'Halloween. Oui. Alors oui, qu'est-ce qui se passe à l'Halloween? Effectivement, dans le cadre de l'Halloween, on a plusieurs activités qui s'adressent à différentes clientèles. Notre grosse activité, c'est ce qu'on appelle le grenier aux citrouilles. En fait, c'est une activité qui se divise un peu en 3 temps, sous les 3 ateliers. Vous avez un conte qui se produit ici même, donc dans le soubassement du Moulin Neuf, avec un conteur professionnel qui vient raconter des histoires de Diabolo. Diablo, là, c'est notre petit diable quand il était tout jeune, en petite culotte courte. Évidemment, on s'entend, ça s'adresse à une famille. Hein? C'est vraiment familial pour les enfants. Donc, le conte. On fait également un atelier de fabrication de marionnettes. En fait, c'est des épouvantails qu'on fabrique parce qu'on a nos épouvantails ici qui viennent parler aux enfants et qui s'ennuient parce qu'ils sont tout seuls. Alors, on leur fait faire du bricolage. Et, je dirais, l'élément vedette du grenier aux citrouilles, c'est bien sûr notre exposition de citrouilles décorées qu'on fait là, depuis maintenant 5 ans. C'est notre 5e anniversaire. Donc, on invite la population à décorer leurs citrouilles. Il y a différents règlements, différentes catégories, là, que ce soit en groupe, en famille, catégories d'âge aussi, dans lesquelles les gens peuvent s'inscrire et décorer leurs citrouilles chez eux, nous les apporter, c'est gratuit. Puis à ce moment-là, on les expose ici, on met en valeur leur chef-d'œuvre. Donc, évidemment, pour ça, il y a des règlements. Donc, j'invite évidemment les gens à aller voir sur notre site Internet, îledesmoulins.com, donc très simple. Donc, ça, c'est une activité, grenier aux citrouilles. Mais dans le cadre de l'Halloween, on a aussi des choses pour adultes, donc des circuits nocturnes dont les morts nous ont compté. Alors, si vous avez le cœur solide, si vous n'êtes pas trop heureuse, je vous invite à venir faire un tour. C'est en soirée. On raconte des histoires de fantômes qui se sont produits un peu dans le vieux Terrebonne. Donc, des histoires un peu lugubres qu'on essaye de pas trop raconter, mais que nous autres, on se permet de le faire dans le cadre de l'Halloween. Et comme je disais, on termine ici également, lors de ce circuit-là, pour raconter, là, cette fois-ci, des histoires de fantômes, mais qui sont déjà arrivées à du personnel ici, la SODEC. Donc, vraiment des choses véridiques, vérifiables. Évidemment, ça s'adresse aux plus réceptifs. Les plus réceptifs pourront peut-être voir quelques fantômes ce soir-là. Et pour les amateurs de zombies, et oui, on a une marche des zombies également qui va avoir lieu. Un déambulatoire, en fait, dans les rues du Vieux-Terrebonne, qui va se terminer ici, là, en grande pompe, à l'île des Moulins, avec tous les zombies qui voudront bien participer. C'est une activité gratuite également. Donc, toutes ces activités-là se déroulent entre le 15 et le 31 octobre. Évidemment, on invite les familles, les adultes, même les groupes scolaires, les garderies CPE, aussi en semaine où ils peuvent venir faire les activités. Donc, très agréable. Notre 5e anniversaire, un beau succès depuis plusieurs années. Êtes-vous de ceux qui aiment aller au fond des choses? De ceux qu'on appelle passionnés? Si oui, je vous invite à découvrir avec moi des gens comme vous. Des gens pour qui les rêves deviennent réalité. Des gens qui ont à cœur leur travail, leur talent ainsi que la qualité de leurs produits. Des passionnés qui font rayonner le savoir-faire de notre région. Passion, c'est des travailleurs, entrepreneurs et artisans. C'est la passion de découvrir des passions. Passion, c'est une émission qui s'en vient dans votre salon dès septembre. À CDRB, votre télé.
Ici, je travaille en français. On travaille le réveil maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Quel élément représente le plus l'île du Moulin maintenant? En fait, je dirais que l'île des Moulins, je pense ce qui nous distingue beaucoup, c'est la façon qu'on transmet l'histoire. Vous savez, moi, honnêtement, quand j'étais à l'école, là, je détestais l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on apprenait des dates, on apprenait des faits. Tu sais, c'était tout du par cœur, sans comprendre la vie des gens. Donc ici, en fait, on essaye d'humaniser beaucoup notre histoire. Donc oui, il est arrivé des choses, mais derrière ces faits-là, il y a des gens qui ont vécu. C'est ça qu'on essaie de transmettre. Comment? Par la diversité de notre offre. Donc, il y a des personnages historiques, soit réels, qui ont déjà existé, ou fictifs. On a beaucoup d'animation. Donc, on va chercher le côté humain de ces gens-là, leur réalisation. On essaie de replonger, finalement, les gens un peu sous cette période-là. Donc, comment ils vivaient, les gens, en 1800? Donc, c'est ça notre grande force par rapport à la diversité également de ce qu'on a à leur offrir. Parce qu'il y a des gens que l'animation, il y en a vont aimer, d'autres vont aimer moins. Pas de problème, on en a pour tous les goûts. On a des tours de bateau-ponton, on a plein d'autres activités où les gens peuvent en profiter. Et évidemment, bien, vous avez remarqué le cadre enchanteur qu'on a. Donc, on a la chance d'avoir des bâtiments patrimoniaux qui sont d'une richesse incroyable, qui sont situés dans un cadre aussi splendide que l'île des Moulins, tout autour de la rivière des Mille-Îles. Donc, les gens viennent beaucoup également pour ça, pour la beauté du paysage. En fait, c'est qu'on a un musée, oui, on a des expositions intérieures, mais on est un musée qui sort des murs aussi, hein? Donc, on est un site historique avant tout. Alors, on a beaucoup d'activités à l'extérieur dans ce magnifique paysage qu'on retrouve ici à Terrebonne. Oui, parce que je tiens à préciser quand même que je regarde autour, je regarde derrière, on sent pas à terre, on sent pas dans une ville, là, on sent vraiment ailleurs. Exactement, alors qu'on est à 20 minutes seulement de Montréal et juste de l'autre côté, on a Laval. Donc, effectivement, les gens nous le disent beaucoup, c'est un endroit paisible où ils disent, bien, tu sais, on est souvent à la course la semaine, le tracas, travail, boulot, tout ça. Donc, ici, on vient vraiment relaxer tout en apprenant sur notre histoire, sur nos racines, sur notre patrimoine, finalement. Donc, j'aimerais maintenant qu'on parle de tout ce qu'on peut retrouver ici. Bon, il y a les expositions, mais il y a plusieurs autres activités. Il y a des parcs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a de belles expositions. En fait, on a 4 belles expositions dans nos murs, mais il y a une panoplie d'autres affaires à visiter, en fait, pour tous les goûts. En fait, il faut comprendre que le site historique de l'île des Moulins est situé dans un parc aussi, hein? Donc, les gens peuvent entrer sur le site tout simplement pour venir le visiter. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de tarification pour venir sur le parc. Donc oui, vous voyez un beau parc où les gens viennent pique-niquer, viennent marcher, viennent profiter un peu du paysage qu'on a ici. Mais de notre côté, nous, notre mandat est beaucoup d'animer ces gens-là, de leur transmettre un peu les connaissances au niveau de l'histoire, puis ça de façon différente. On a beaucoup d'animations qu'on fait ici. Donc tous les jours là, de la fête nationale, aller jusqu'à la fête du travail, vous avez des animateurs ici, des personnages costumés, qui vont vous rappeler un peu ce qui se passait à l'époque, qui vont faire des capsules. C'était quoi un sieur de long? Qu'est-ce qu'il faisait le sieur dans le moulin? Le meunier, la seigneuresse. Vous allez avoir la chance de rencontrer Mme Masson. Mais c'était quoi son quotidien, Mme Masson? C'est un petit peu ça qu'on fait, mais ça se fait à l'extérieur. Donc, les gens y ont accès, peu importe. On a aussi des animations plus farfelues, je dirais, plus éclatées, comme des musées ambulants où là, vous avez des genres de savants fous qui peuvent venir vous raconter un petit peu quelles étaient les notions d'hygiène à l'époque. C'était pas tout à fait ce qu'on a aujourd'hui, je peux vous le dire, que ce soit la santé, peu importe. Donc, vous voyez un peu le style qu'on donne, beaucoup d'animation pour ça. Évidemment, il n'y a pas juste l'animation, il y a également beaucoup d'interprétations qu'on fait, donc des visites guidées, oui.
on en fait, c'est certain. Il faut comprendre c'est quoi le site historique de l'île des Moulins, d'où on part, pour savoir où on va finalement. Donc, on a des guides qui vont vous faire des visites ici, qui vont vous parler des bâtiments, qui vont vous parler de la vie, de l'histoire de Terrebonne, comment ça s'est développé. Mais on ne se contente pas de rester dans l'île des Moulins. On sort aussi dans le vieux Terrebonne parce que, évidemment, oui, le pôle industriel, si on veut, à l'époque de la seigneurie, ça se passait ici à la seigneurie de Terrebonne. Ça se passait ici, je veux dire, dans l'île des Moulins, mais il faut comprendre que tout le développement du bourg est en fonction de la puissance qu'on avait ici dans la seigneurie. Donc, à ce moment-là, oui, on peut aller à l'extérieur, on fait des visites du manoir. On va visiter le manoir de Mme Masson, qui était notre dernière seigneuresse, qui est aujourd'hui le Collège Saint-Sacrement. On fait des rallyes aussi. Donc, on part à l'extérieur, on a des indices. Si vous avez rêvé un jour de déambuler sur le tapis rouge lors de la cérémonie des Oscars, il faut que vous fassiez l'activité à l'ombre des moulins. En fait, c'est une activité justement style rallye qu'on a faite pour faire découvrir un peu le vieux Terrebonne, parce que c'est notre mandat. On a une richesse patrimoniale ici et les gens l'oublient souvent ou s'en rendent tout simplement pas compte. Donc, avec ce genre d'activité-là, ça nous permet d'aller dans les rues du Vieux-Terrebonne et d'en parler. Donc, cette activité-là, entre autres, c'est un peu une activité du style le Code da Vinci. Là. Si vous l'avez lu, vous avez vu le film, on a vraiment fait du tournage. Alors, à ce moment-là, on part dans une histoire, les gens voient un film et s'aperçoivent rapidement que l'acteur principal du film, en fait, c'est eux. Donc, ils font partie intégrante de l'histoire. On part dans les rues, on va finir le film, si vous voulez, dans les rues pour revenir avec une conclusion. Donc, c'est le genre d'activité qu'on aime bien faire, des activités participatives. Vous avez des tours de bateau-ponton également, parce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent venir, mais plus relaxer. Hein, c'est un endroit vraiment très calme, paisible. Donc, on fait des tours de bateau-ponton ici, sur notre écluse. L'écluse qui servait à l'époque, évidemment, à alimenter les fameux moulins. On a différentes activités ponctuelles également. Une activité qui marche très, très bien, c'est une activité qu'on appelle un musée la nuit. Donc, on fait la visite de nos expositions, mais la nuit, donc en soirée, sous la lampe de poche, mais surtout avec la présence de certains fantômes qui viennent nous raconter des histoires du vécu qu'ils ont eu à Terrebonne. Des fois aussi, parce que les gens nous posent plein de questions, ça peut être des visites justement sur le potager, donc plus sur les plates-bandes qu'on a ici. On a une visite qu'on appelle Histoire et Jardin. Donc, on raconte un peu aux gens pourquoi on a un potager comme ça, parce que c'est pas fait juste pour être beau, c'est un potager qui est typique du 19e siècle à ce moment-là. Alors, on raconte un petit peu aux gens, parce qu'aujourd'hui, on se vante d'inventer la culture bio, puis on est donc fiers de nos pratiques, mais on s'entend qu'à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Hein? Donc, c'est un petit peu ça qu'on raconte, pourquoi que certaines plantes sont placées à côté d'autres. Par exemple, tout le tour, vous avez des pivoines. Bon, elles ne sont pas en fleurs aujourd'hui, mais ceux qui ont des pivoines à la maison connaissent le problème. Des pivoines, c'est rempli de fourmis. OK. Donc, dans nos cours, c'est pas intéressant, mais autour d'un potager, si les fourmis sont dans les pivoines, bien, elles ne sont pas dans vos légumes. Donc, c'est très important. Alors, c'est un petit peu le genre de choses qu'on veut essayer d'amener aux gens, leur raconter plein d'histoires, leur faire vivre des émotions, leur faire vivre l'histoire, en fait. C'est surtout ça. Et évidemment, quand on vient à l'île des Moulins, bien, il n'y a pas juste l'île des Moulins, hein, il y a plein d'activités aussi dans la MRC ici et principalement dans le Vieux-Terrebonne. Vous avez le théâtre du Vieux-Terrebonne. Évidemment, vous pouvez finir votre soirée au théâtre du Vieux-Terrebonne. Vous avez une panoplie de bons restaurants également dans les rues ici, des petites boutiques. Donc, vous pouvez vous acheter des choses, vous pouvez venir relaxer, des cafés, une librairie extraordinaire. Alors, moi, je dis aux gens, venez en profiter. Venez ici à l'île parce que oui, il y a des expositions, oui, il y a de l'interprétation, mais il y a une panoplie de choses. Vous allez pouvoir passer une journée minimum facilement juste dans le Vieux-Terrebonne. Puis après, bien, si vous voulez visiter d'autres choses, il y a plein d'autres choses à voir encore dans la région. Alors, nous sommes maintenant dans le bureau seigneurial pour parler des expositions. Je vois déjà qu'il y en a une très belle derrière nous. Alors, comment vous procédez pour les expositions? En fait, il y a quelques années, on a eu la chance, est arrivé le moment où on devait un peu restaurer, remettre à jour, si vous voulez, nos expositions.
Et puis, on s'est posé la question, quel angle muséologique on était pour prendre finalement? Et puis, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on parle de l'ancien temps, on parle de vieilles choses du passé, mais on n'est peut-être pas obligé de rester dans des anciennes méthodes. C'est-à-dire qu'on voulait se mettre au goût du jour. Puis au goût du jour, c'est quoi? Bien, c'est les nouvelles technologies, c'est les bornes interactives. Donc, c'est pour ça que l'exposition que vous voyez, entre autres ici, a pris ce virage-là. On a décidé d'aller vers quelque chose de très dynamique, de très contemporain. Donc, parlons de l'histoire du passé, mais de façon contemporaine, par des bornes interactives, par des jeux où les enfants, évidemment, adorent pouvoir toucher, déplacer. Eux sont venus au monde avec un ordinateur. Fait qu'on a dit, on va en mettre des bornes, des écrans. Mais en même temps, on garde des artefacts, parce qu'on a quand même notre côté muséal, on veut présenter notre collection. Donc, c'est important, ce que j'appelle artefact, évidemment, ce sont les objets anciens qu'on retrouve. Mais vous voyez qu'il est présenté d'une façon assez contemporaine, avec les tiges qui représentent un peu, si vous voulez, le blé qui était très important à une certaine époque ici à la Seigneurie de Terrebonne. Donc, une nouvelle approche, une nouvelle vision de ces expositions-là qui permettent d'emballer un petit peu plus les gens, je vous dirais. Les gens sont surpris. Ici, entre autres, l'exposition, elle a différentes formes. Il y a 4 pièces, puis les 4 pièces sont traitées de façon différente. C'est ce qui rajoute un petit peu, si vous voulez, au bonheur du visiteur de venir ici. Et évidemment, bien, on profite aussi du bâtiment à l'intérieur duquel on est, donc de le mettre en valeur pour pouvoir accentuer encore une fois là, tout le message qu'on a à transmettre à travers nos expositions. Puis je voudrais qu'on précise, dans le fond, cette exposition-ci où on se trouve, elle est permanente? Oui, ici, c'est une exposition permanente. Alors, vous pouvez venir la visiter en fait à l'année. Pour le grand public, là, on est ouvert surtout la fête nationale, aller jusqu'à la fête du travail. Mais hors saison, on accueille quand même les groupes là, sur réservation à ce moment-là. C'est possible de venir. L'exposition, évidemment, est accessible également pour le scolaire à ce moment-là. Donc, ça nous permet de jouer avec différentes clientèles puis de satisfaire, de répondre à leurs besoins beaucoup. Bon, mais comme je vous disais, on parlait d'une approche muséale différente pour chacune des pièces. Vous le voyez ici, on est dans un tout autre environnement. En fait, l'exposition, ici, ça s'appelle Récit d'une seigneurie. Récit d'une seigneurie, c'est quoi? C'est quand on est venu pour concevoir cette seigneurie-là. On s'est aperçu que souvent, dans nos visites, on parle des bourgeois, donc des principaux seigneurs, les gens qui ont développé la seigneurie, mais on oubliait beaucoup le peuple, finalement, le censitaire qui habitait ici. Alors, Récit d'une seigneurie, ça raconte un peu la vie des censitaires. C'était quoi la vie à l'époque du régime seigneurial? C'était quoi la vie de famille, la vie de couple? À l'école, on faisait quoi? Bien, tirez-vous une bûche à l'école, c'était quasiment vrai parce que les élèves partaient avec leur bûche de la maison. Ah, ouais. Amener ça à l'école puis s'asseoir dessus dans des granges. On n'avait pas les tableaux qu'on en avait aujourd'hui, c'était des ardoises, des tableaux qu'on peignait en noir, parce que le papier coûtait très cher à cette époque-là. Donc, on peignait des panneaux noirs, on écrivait sur les panneaux avec la craie. Donc, c'est tout ça qu'on peut découvrir ici dans l'exposition. C'était comment dans ce temps-là? Et quand je parlais d'une approche différente également, bien, souvent dans les musées, étant donné que c'est des artefacts, il faut les protéger, on n'a pas le droit de toucher à rien. Il faut regarder. On dit souvent qu'on touche avec les yeux. Mais ici, là, les gens, ils peuvent s'amuser. Oui, essayez-les. Vous en avez d'autres en bas également que vous pouvez faire. Donc, partout comme ça dans l'exposition de récits, vous avez des choses que vous pouvez découvrir. C'est une exposition où, finalement, on peut toucher à presque tout, ce qui est assez rare là, maintenant, mais qui nous permet de découvrir la vie des gens sous cet angle-là. Donc, vous voyez un petit peu l'approche, une approche très contemporaine, comme je disais un petit peu plus tôt, mais une approche surtout où les gens peuvent découvrir par eux-mêmes. Évidemment, il y a des guides toujours qui sont sur place, qui vont vous donner les renseignements, mais les gens peuvent aussi de façon autonome découvrir, que ce soit des objets, des artefacts, des bornes interactives ou certains écriteaux, si je peux dire, donc vraiment du contenu sur les murs. Il y en a pour tous les goûts. Puis, je vous invite à venir évidemment rencontrer Théo, qui est notre censitaire virtuel ici, qui va vous accompagner tout au long de la visite pour vous raconter son histoire à lui, comment il vivait au régime seigneurial. Et je voulais aussi mentionner, dans le fond, le fait que ce soit, vous l'avez dit, on peut presque tout toucher, c'est très interactif, ça apporte une approche très familiale aussi, dans le fond. D'habitude, on a l'image des musées, souvent, c'est pas pour les enfants, mais ici, exactement, vous voyez, c'est un bel exemple justement ici avec les portes. On a utilisé aussi les portes de l'armoire du bas, si je peux dire, pour être à la hauteur des enfants. Donc oui, le texte également, il y a du texte un peu plus pour adultes, il y a du texte pour enfants. Donc oui, on essaie d'y aller de façon très familiale. Et autre point aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que quand on a créé l'exposition, évidemment, on a voulu l'intégrer dans le bâtiment dans lequel on est, le bureau seigneurial.
qui est un bureau qui date de 1850. Et c'est le seul bâtiment sur l'île qui n'a jamais été incendié. Donc, ce qui fait que toutes les boiseries que vous voyez sont d'origine. En fait, on dit 80 des boiseries sont d'origine. Donc, ça rajoute aussi à la richesse. On est dans les lieux de 1850. L'armoire, c'est l'armoire qu'il y avait ici pour la famille Rabi qui ont habité ce bureau seigneurial-là dans les années 1850. Donc, on vient revivre encore une fois l'histoire, mais avec une nouvelle façon. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO 212B chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors ici, on est dans l'endroit dont vous êtes le plus fier. Oui. Quel est cet endroit? En fait, c'est notre bébé au niveau des expositions. C'est l'exposition « Il était une fois Terrebonne ». Effectivement, c'est un beau coup de cœur pour nous. Pourquoi? Parce que on parlait d'exposition qui change un petit peu l'allure, la façon de faire. Vous voyez, c'est un bel exemple ici. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec « Il était une fois Terrebonne ». En fait, c'est une exposition qui raconte le développement de Terrebonne, la ville dans son entier. Donc, tout ce qui est arrivé de bon, de moins bon à ce moment-là également. Mais, comme vous pouvez voir, sous forme de bande dessinée. Alors, c'est une façon un peu de transmettre l'information sans que ça soit trop lourd. Les gens comprennent rapidement qu'est-ce qui s'est passé à Terrebonne, puis pourquoi on est rendu la belle ville qu'on a aujourd'hui par cette bande dessinée. Vous avez toujours également une ligne du temps qui accompagne un peu, si vous voulez, pour faire le parallèle entre ce qui s'est passé à Terrebonne, mais ce qui s'est passé également ailleurs dans le monde. Et différents artefacts, évidemment, qu'on place là, ici à gauche et à droite. On a des cabines d'immersion ici, on a des jeux interactifs. Donc, encore une fois, une façon de s'amuser. C'est un peu ça notre mandat, hein? C'est-à-dire, venez apprendre l'histoire de Terrebonne, mais d'une façon ludique. Hein? Quand on veut absolument apprendre puis qu'on veut faire rentrer quelque chose dans la tête, ça ne fonctionne pas. Si on s'amuse, si on regarde une exposition comme ça, puis on fait « Wow, c'est bien fait, c'est beau », puis tout en le lisant, on ressort d'ici et on a appris quelque chose sur Terrebonne. Oui, on en est fiers. En même temps, la réaction des gens est bonne aussi. C'est toujours la crainte un peu. Nous, on peut en être fiers, mais est-ce que les gens vont aimer ça? Les gens adorent. Les visiteurs, c'est le coup de cœur au niveau de nos expositions. Et cette exposition-là, c'est quand même remporté 2 grands prix. Donc, le Grand Prix de la culture des jardins, ici dans la Nodière, et un autre Grand Prix aussi qu'on est très, très fiers. Donc, on a été lauréat argent au Grand Prix du tourisme de cette année au niveau national. Donc, dans la catégorie de 25 000 visiteurs et moins, nous sommes arrivés là, on est la deuxième attraction, si vous voulez, là, en importance. Donc, c'est une belle tape dans le dos, je vous dirais, pour poursuivre, en espérant dire on va continuer à développer d'autres projets. Puis je pense qu'il était une fois Terrebonne est une exposition sur laquelle on peut se référer, si vous voulez, là, pour développer des produits qui vont répondre aux besoins de notre clientèle. Je témoigne que c'est vraiment très beau, c'est très épuré. D'ailleurs, les écoles devraient prendre exemple sur ce que vous faites. Et vraiment, on voit, il y a l'horloge, il y a vraiment beaucoup d'objets. Est-ce que c'est des dons? Ouais, comment vous les êtes procurés? En fait, on a beaucoup de dons. On a aussi des prêts. Hein? On a des collections ici. Donc, on a la collection Masson. On a la chance, avec l'aide par le passé de M. Aimé Despatie ici, qui était entre autres le fondateur du journal La Revue. Lui, il avait de bons liens avec la famille Masson. Il a travaillé très, très fort pour la sauvegarde aussi du vieux Terrebonne. Et lui, en développant les liens, il nous a mis en contact beaucoup avec les descendants de la famille Masson, qui sont nos derniers seigneurs ici à la seigneurie de Terrebonne. Donc, entre autres, cette horloge-là qui a appartenu à la famille Masson. Et d'autres fois, c'est des prêts. Comme on a un prêt aussi ici, il y avait le vieux pont de Terrebonne, que beaucoup de gens ont connu, parce que c'est un pont qui datait quand même de 1906, qui a été remplacé tout récemment. Et on a une partie d'acier, de la poutrelle, qui nous a été prêtée, tout simplement, pour pouvoir exposer, parce que ça fait partie intégrante de la vie de Terrebonne, donc de son évolution. C'est un peu ce qu'on recherche. Oui, des prêts, des dons, mais il faut qu'il y ait un lien. Évidemment, ici, on a 3 collections, là, la collection Masson, la collection de l'île des Moulins et la collection Lincourt, déjà par laquelle on peut piger, si je peux dire, pour aller garnir un peu nos expositions. Et la population est souvent au rendez-vous. On la remercie également. Là. Donc, des gens qui viennent nous prêter ou nous offrir des choses qui sont importantes pour elles, pour leur famille, puis que nous, si on peut les mettre en valeur, mais ça nous fait plaisir. Et cette exposition-ci est également permanente? Oui, c'est également une exposition permanente. Donc, ouvert au grand public là, de façon générale, de la fête nationale aller jusqu'à la fête du travail, puis hors saison sur réservation aussi. Donc, on va pouvoir en profiter encore quelques années puisque c'est une exposition permanente.
Donc, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment plusieurs activités à faire ici à l'île des Moulins. Il y a vraiment une diversité. Et donc, qu'est-ce qui peut attendre les gens? Bien, effectivement, comme vous l'avez dit, en 30 minutes, on a essayé de faire un survol rapide de ce qu'on peut faire à l'île des Moulins. Mais en même temps, il y a tellement d'offres, tellement de diversité, tellement de produits à faire. On n'a pas parlé du tout des événements, que ce soit le Festival des vins, que ce soit le carnaval en hiver. Donc, oui, on vous invite à revenir. C'est sûr qu'on a ici dressé un petit peu un portrait de ce qu'on peut vous offrir, mais il y en a tellement encore. Donc, j'invite les gens à revenir pendant notre période d'ouverture. Donc, pour le grand public, évidemment, nous sommes ouverts, grosso modo, de la fête nationale aller jusqu'à la fête du travail. Et hors saison, donc les gens peuvent quand même venir nous visiter sous réservation, en nous appelant évidemment, surtout pour les groupes à ce moment-là. On fait du scolaire également, on fait des événements tout au long de l'année. On a parlé de l'Halloween, il y a le carnaval également qui va venir plus tard. Alors oui, on peut venir à l'année, finalement, à l'île des Moulins. Et ce qui est intéressant aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que quand on arrive ici dans le Vieux-Terrebonne, on peut laisser sa voiture ici, puis on ne débarque pas pour une demi-heure. Hein? Vous pouvez en avoir pour la journée complète si vous voulez. Hein? Vous venez à l'île, vous venez visiter le Vieux-Terrebonne, un bon repas, vous allez au théâtre. Donc, une journée complète à petit prix. Quoi demander de mieux? Peut-être rappeler seulement les coordonnées pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations, par exemple, sur les événements. Oui, effectivement. Donc, pour notre site Internet, vous pouvez nous rejoindre au www.îledesmoulins.com. Ou sinon, nous sommes également sur Facebook ou au téléphone le 450-471-0619. Puis ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Et merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut cette émission du Passeport muséal. J'espère que vous avez apprécié la visite. Je vous rappelle que nous étions à l'île des Moulins, qui est située dans le Vieux-Terrebonne, tout près du théâtre qui s'appelle justement le Vieux-Terrebonne. Alors moi, je vais continuer la visite. Salut!